Ce soir, l'Institut libre de journalisme est heureux de recevoir Mathieu Boccoté, sociologue, universitaire, essayiste et chroniqueur. L'Institut libre de journalisme, créé il y a 2 ans, a pour ambition d'œuvrer au pluralisme dans les médias en formant des jeunes journalistes enracinés et en les accompagnant dans leurs premiers pas dans les rédactions. Des jeunes journalistes ancrés dans le réel, attachés à la vérité des faits, qui n'ont pas peur de porter une autre voix dans les médias. Nous formons 25 étudiants par an. Notre formation est dispensée sur une année intensive avec 7 week-ends de formation aux techniques du journalisme. Nos étudiants suivent donc cette formation en parallèle de leurs études ou de leur activité professionnelle. Nous proposons aussi une formation en 4 week-ends pour des étudiants en école de journalisme. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à postuler via notre site internet. Le lien est en commentaire de cette publication. N'hésitez pas non plus à partager pendant notre direct cette publication en la rendant ainsi visible et accessible à vos amis Facebook. Donc, nous sommes heureux de recevoir Mathieu Boccoté, qui nous fait l'honneur d'être en direct avec nous. Titulaire d'un doctorat en sociologie de l'Université du Québec à Montréal, Mathieu Boccoté est aussi chargé de cours à HEC Montréal et essayiste. Il est aujourd'hui chroniqueur pour le Journal de Montréal. En France, Mathieu Boccoté est régulièrement invité à des émissions de débat et est un chroniqueur régulier du Figaro. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Le multiculturalisme comme religion politique, sorti en 2016, et L'Empire du politiquement correct, sorti en 2019. Mathieu Boccoté, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. C'est un immense plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Donc, je précise pour ceux qui nous regardent que notre direct aujourd'hui va surtout concerner votre ouvrage L'Empire du politiquement correct, car pour l'Institut libre de journalisme qui souhaite œuvrer au pluralisme dans les médias, qui en manque cruellement, il est vital de comprendre les ressorts du politiquement correct. Pour commencer, ma première question, est-ce que vous pourriez nous définir le politiquement correct, s'il vous plaît? Alors, le politiquement correct, il s'ancre dans la mutation idéologique et politique associée aux Radical 60s, donc les années 60 et ce qui suivra. Donc, une forme de... Le politiquement correct, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif inhibiteur qui cherche à traduire l'ensemble des critiques de l'héritage des Radical 60s et aujourd'hui du régime diversitaire, qui cherche à les traduire en critiques, en propos qui sont moralement inadmissibles. Donc, le politiquement correct cherche à disqualifier, cherche à infréquentabiliser, cherche à expulser du champ du débat public légitime ceux qui remettent en question, d'une manière ou de l'autre, l'héritage des Radical 60s et plus particulièrement le régime diversitaire qui en est la traduction politique. Il s'ancre donc dans cette idée qui vient des années 60, 70, tout ça, que le savoir occidental, les sociétés occidentales doivent être décolonisées de l'intérieur. Elles doivent renverser le point de vue sur eux-mêmes au nom des minorités, entre guillemets, qui sont sacralisées, qui auraient un point de vue privilégié sur la société. On pourrait dire que dans l'histoire de la pensée dite de gauche, eh bien, on sacralisait hier la figure de l'ouvrier à qui on prêtait une forme de supériorité épistémologique et morale, parce qu'en tant qu'exclu, c'est lui qui voyait la société avec la plus de vérité. Mais puisque les ouvriers n'ont pas accepté le rôle que leur réservaient les marxistes, qui n'ont pas voulu servir de chair à canon révolutionnaire, il y a eu déplacement vers les minorités, les exclus, entre guillemets. Aujourd'hui, les exclus sont pensés en termes identitaires. Et donc, qu'est-ce que le politiquement correct? C'est ce dispositif de contrôle de l'espace public, mais qui s'applique dans les médias, dans l'université aussi, en politique, et qui cherche à rendre incriticable, à diaboliser, à disqualifier la critique possible de ce régime, ce que j'appelle le régime diversitaire. Donc, parmi ces méthodes, il y a la phobisation, la psychiatrisation de l'adversaire. Donc, vous n'êtes pas devant un adversaire légitime, vous êtes devant un phobe, quelqu'un qui a un trouble obsessionnel et névrotique à propos d'une question ou d'une autre. Vous n'êtes pas critique de l'immigration massive, vous êtes xénophobe. Vous n'êtes pas critique de la théorie du genre, vous êtes transphobe, et ainsi de suite. Donc, vous n'êtes pas critique de l'islam ou de l'islamisme, vous êtes islamophobe. Donc, il y a d'autres méthodes. Il y a des techniques, il y a ce que j'appelle la disqualification olfactive, l'argument olfactif, l'argument de la reniflette. Quand on dit d'un argument, oh là là, c'est un argument, ce propos, il est sulfureux.
peut-être est-il même nauséabond. Hein, vous avez l'odeur du diable ou de la décharge publique. Il y a aussi c'est une stratégie qui est fondée sur un jeu d'étiquetage qui sert à faire en sorte qu'une fois qu'on a collé une étiquette à une idée, un propos, un penseur, un parti, il suffit désormais d'évoquer cette étiquette pour que s'active un processus d'expulsion symbolique ou d'ostracisme en quelque sorte, d'ostracisation. On va dire nous ne voulons plus entendre ce qui se dit de cette personne parce que l'étiquette suffit à savoir que nous sommes devant l'ennemi public. Donc de ce point de vue, le politiquement correct réactualise une disposition qu'on avait un peu oubliée, c'est les techniques de l'ostracisme. C'est une technique d'infréquentabilisation finalement pour que les gardiens de la révolution diversitaire puissent chasser de l'espace public légitime ceux qui remettraient en question ses fondements. Est-ce que tous les courants idéologiques sont victimes du politiquement correct? Est-ce qu'ils sont-ils tous égaux face au politiquement correct? Bien sûr que non. Tous les courants politiques, il faut être précis, tous les courants politiques peuvent se radicaliser. Et tout courant politique, quel qu'il soit, peut en venir à prétendre fusionner le juste, le vrai et le bien. La tentation du fanatisme n'est étrangère à aucun cœur humain. Donc que vous soyez libéral, réactionnaire, conservateur, progressiste, social-démocrate, multiculturaliste, bon. Ensuite, le politiquement correct, c'est pas simplement la tentation du fanatisme, c'est un dispositif idéologique qui accorde donc une forme de prime symbolique aux revendications dites minoritaires. Et comment, parce que le régime diversitaire est ainsi fait qu'il évolue en générant toujours de nouvelles catégories victimisées ou discriminées ou minorisées. Et qu'est-ce qu'il faut? C'est à partir du moment où ces catégories-là émergent, et bien pour rester dans le politiquement correct, donc pour rester dans la ligne de parti, pour rester dans les orientations idéologiques dominantes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout de suite se mettre d'accord avec l'opinion, la nouvelle opinion obligatoire, avec la nouvelle revendication et y voir nécessairement une marque de progrès. Et si vous ne vous ralliez pas à cette nouvelle revendication, se réactive le fameux clivage gauche-droite, donc vous êtes repoussé vers la droite, et être repoussé vers la droite, vous savez, on ne va jamais à droite, on bascule à droite. On glisse vers la droite, on chute à droite. C'est le camp de la souillure, hein, c'est la souillure originelle. Donc, et là, ce qui fait qu'une bonne partie des intellectuels, des journalistes, des politiques, une bonne partie de leur travail intellectuel consiste à envoyer des signaux ostentatoires pour qu'on n'imagine pas qu'ils passent à droite. Donc, il faut toujours trouver le moyen d'envoyer un signal comme qu'on demeure dans le camp de la respectabilité médiatique. Bon. Donc, le fait est, cela dit, que personne n'est épargné par le politiquement correct. Prenez, par exemple, des gens de ce qu'on pourrait appeler un courant pour lequel j'ai grande sympathie, la gauche républicaine, hein, chevènementiste et ainsi de suite, bon, qui se perpétue avec des penseurs de qualité. Je pense à un intellectuel comme Laurent Bouvet, pour qui j'ai une grande estime. Eh bien, pour dire ce qu'il a toujours dit, c'est-à-dire une position de gauche républicaine, on peut être d'accord ou non, mais c'est une position honorable dans le débat public. Eh bien, cette position, qui était autrefois une position de gauche républicaine, est aujourd'hui, par le régime diversitaire, extrême droitisée. Elle est disqualifiée moralement, donc là, on extrême droitise. Donc, et je dirais que tous ceux qui ne plient pas le genou devant les nouvelles revendications liées au régime diversitaire finiront d'une manière ou de l'autre par se faire extrême droitiser. Et par subir les méthodes du politiquement correct. Ça commence de manière assez simple, normalement. On va s'inquiéter de vous. On va s'inquiéter. Pourtant, vous étiez plutôt du bon camp. Ensuite apparaissent les gardiens de la circulation idéologique qui donnent des contraventions idéologiques. Donc, parce que vous avez fait un dérapage. Ensuite apparaissent, je l'ai dit tantôt, les arguments olfactifs. Vous êtes en train de devenir un peu nauséabond. Et si là, vous ne comprenez rien, là, vous serez extrême droitisé. Et là, à partir de ce moment-là, vous devenez l'ennemi public et contre l'ennemi public, tout est permis. Donc, de ce point de vue, on ne peut s'extraire du politiquement correct qu'en décryptant ces mécanismes. On ne peut pas se contenter de... Parce que vous savez, le problème du mot politiquement correct, c'est que c'est devenu, au fil du temps, une forme de formule un peu toute faite, une formule convenue. C'était toujours politiquement correct toi-même. Et ce que je cherchais à faire dans ce livre, et dans d'autres, parce que c'est une question qui m'obsède depuis longtemps, c'est de faire la genèse de ce qui se cache vraiment derrière cette formule-là. À quel courant, pour que cette formule soit crédible, il faut en faire une histoire, il faut en faire la généalogie, il faut en faire la genèse, et c'est ce que j'ai cherché à faire et voir surtout comment c'est finalement, le politiquement correct, c'est le système de régulation de l'opinion sous le régime diversitaire. Bon, là, ça pourrait être une définition parmi d'autres. Justement, dans cette analyse, quels sont les mots qui, pour vous, sont caractéristiques de la novlangue du régime diversitaire? Quelques exemples à donner aux gens qui nous regardent.
Ah, il y en a beaucoup. Hein. J'en ai déjà évoqué quelques-uns. Il y a dérapage. C'est intéressant la notion de dérapage. C'est-à-dire qu'il y a un chemin bien balisé, et si vous vous éloignez du chemin correctement balisé, des opinions prescrites, vous dérapez. Vous devenez un dérapeur. Et le dérapeur est dangereux. Bon. Surtout si vous êtes un dérapeur compulsif. De se déraper souvent, là, ça en est. Un autre, je l'ai dit tantôt, c'est nauséabond et sulfureux. Alors ça, ou sulfureux et nauséabond, dépendamment. C'est dans l'ordre. Hein. Et là, vous pouvez utiliser ces mots-là, et là, ça sert à... Si vous êtes vraiment devant quelqu'un de nauséabond, vous voulez vous en tenir loin. C'est une manière de stigmatiser socialement le dissident. Il y a d'autres termes. Parmi les plus récents, on pourrait être... en tout cas, d'usage récent, il y a le mot haine. C'est intéressant, la notion de haine aujourd'hui. Tout le monde, la haine, c'est mal. Tout le monde le sait. Le cœur de l'homme ne doit pas être haineux. Bon. Mais le fait est que la notion de haine aujourd'hui va être associée au refus de consentir à certains discours à prétention minoritaire. Donc, par exemple, si vous affirmez que l'homme et la femme ne sont pas interchangeables, si vous dites les femmes ont des menstruations, les hommes n'en ont pas, si vous dites les femmes ont, c'est du lait maternel, c'est pas du lait de poitrine humain, c'est du lait maternel, vous êtes déjà, pour avoir dit que les femmes ont des menstruations et les hommes n'en ont pas, J.K. Rowling s'est fait accuser de propos haineux. C'est fait accuser de propos haineux. Ce qui est intéressant là-dedans, vous remarquerez, puis on l'a vu surtout à l'été 2020 aux États-Unis, mais on le voit aussi en France, c'est que beaucoup de gens de la gauche républicaine ou de la gauche libérale que j'évoquais, eux, pendant longtemps, ils étaient dans le politiquement correct, c'est-à-dire ils s'en rendaient pas compte, mais ils reconduisaient les étiquettes disqualifiantes envers leurs adversaires. Donc là, ils mettaient en garde contre les néoréacs, ils mettaient en garde contre la xénophobie. Et là, à un moment donné, puisque les mots perdent leur signification, les mots ne cessent de changer de signification, d'ailleurs c'est une méthode du politiquement correct, j'y reviendrai, eh bien, ils se découvrent, à un moment donné, la censure les frappe aussi. C'est leur tour de se faire extrême droitiser. Et là, il y a deux choses possibles. Soit ils se rendent compte que depuis 30 ans, les conservateurs, entre guillemets, critiquent aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Europe, critiquent le politiquement correct et disent « Ah ben oui, finalement, on va se rallier à ce combat parce qu'ils avaient raison. » Soit, c'est rare ça, ce qui est plus fréquent, c'est ils constatent que c'est leur tour de se faire diaboliser. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent dans ce combat-là, mais ils disent, mais auparavant, c'était pas correct de le mener. Auparavant, ils le menaient pour des mauvaises raisons. Hein. Ils étaient traversés par de viles idées. Mais nous, on arrive et là, on donne une noblesse à ce débat parce qu'on le porte au nom du bon étendard. Donc, c'est assez intéressant comme point de vue. Ça consiste à dire qu'il faut que ce qu'on appelle la gauche s'empare d'un débat pour l'anoblir. Tant que c'est pas... Vous savez, ça nous ramène un peu à l'histoire du 20e siècle. Hein. C'est-à-dire, il fallait avoir été communiste pour avoir le droit de ne plus l'être. Ou fin 20e, début 21e, il faut avoir été multiculturaliste pour avoir le droit de ne plus l'être. Mais il faut avoir été de gauche pour avoir le droit de ne plus l'être, en fait. Et si vous n'avez jamais été de gauche, si vous n'avez jamais été multiculturaliste, ou en 1900, au 20e siècle, si vous n'avez jamais été marxiste, eh bien, ça disqualifie à l'avance votre point de vue. Donc, tout ça pour dire, donc, vous me parlez des termes, j'ai parlé de haine, le mot extrême droite aussi relève de ça aujourd'hui. L'extrême droite, comme concept aujourd'hui, est un concept utilisé de manière tellement floue. On comprend que c'est un concept sans définition véritable. Le mot extrême droite sert à désigner le méchant du moment. Mais le problème, c'est que ça ne désigne plus seulement des gens qu'il faudrait combattre sans la moindre nuance, ce qui se rapproche de près ou de loin du fascisme, le nazisme, tout ça. Ben ça, on est tous d'accord pour combattre ça, c'est odieux. Mais le mot extrême droite sert à mettre dans la même catégorie des laïcistes et des catholiques, des républicains, des conservateurs, des libéraux très fermes et des dirigistes convaincus. Et on comprend que c'est un terme qui ne désigne pas une famille politique ou un courant de pensée. C'est une étiquette que l'on utilise, que le politiquement correct utilise, ce que j'appelle l'extrême droitisation, pour mettre en garde des gens, n'embrassez pas telle idée, parce qu'en embrassant telle idée, vous serez étiqueté à l'extrême droite. Donc, refoulé au-delà du territoire du fréquentable et dans une société fondée sur la reconnaissance et l'espace public, mais vous ne souhaitez pas voir votre réputation détruite. Donc, c'est des mécanismes qu'il s'agit de déconstruire pour savoir comment ils fonctionnent. Là, dans les mots de la novlangue, ce sont des étiquettes collées aux adversaires. Est-ce que pour vous, racisme systémique, transphobie, appropriation culturelle, qui sont apparus récemment, sont aussi des mots de la novlangue? Bien sûr. Et je précise, ces mots, c'est vous qui le dites dans votre livre, au départ sont utilisés avec des guillemets, puis au fur et à mesure, ces guillemets disparaissent et les mots se normalisent. Est-ce que ça se fait naturellement ou c'est des processus qui sont pensés par des journalistes qui reprennent des termes de lobby identitaire?
Non, vous savez, moi, j'ai tendance à dire que la bête humaine n'a pas la complexité qu'on lui prête en la matière. Donc, quand les gens veulent voir un complot, moi, je préfère voir de la médiocrité. Presque inévitablement. Donc, non, le processus est connu. D'une chaire universitaire ou des militants déguisés en experts, ou pire encore, des militants qui se prennent pour des experts, publiquement subventionnés néanmoins, arrivent et là forgent une expertise prétendue sur certains sujets de société. Et là, ben, ils arrivent, là, ils prétendent s'approprier un terrain du réel, puis nous dire en devenir les seuls experts autorisés. Des journalistes qui, par ailleurs, généralement, ont des idées qui sont à peu près orientées dans le même sens, qui sont de même sensibilité, reprennent ce vocabulaire-là. Ils sont conscients au début que le terme peut causer problème, mais peu à peu, presque par l'habitude, eh bien, il se normalise, peu à peu, il se banalise, et ça devient un terme qui va comme allant de soi. Vous avez évoqué le racisme systémique. Des deux côtés de l'Atlantique, on est pris avec cette question-là. C'en est fascinant. C'est-à-dire, la notion de racisme systémique, pour peu qu'on l'étudie sérieusement, c'est une notion bancale. Mais très rapidement, elle se normalise, elle se banalise. Et tôt ou tard, et plus tôt que tard, ceux qui ne consentent pas à cette notion sont vus, un, comme étant aveugles, c'est-à-dire c'est tellement évident, comment pouvez-vous ne pas être d'accord avec ce concept-là, et deux, eh bien, de complice avec le racisme. Et là, on a beau dire, non, non, le racisme est condamnable, ça en a moins de nuances, mais la notion de racisme systémique consiste justement à étendre la définition du racisme à des phénomènes qui n'en relèvent pas. Et là, je dirais que c'est d'ailleurs une des techniques, si on veut à tout prix parler de technique. C'est comme ça que ça fonctionne. Le régime diversitaire, le politiquement correct fonctionne comme ça, ou la gauche woke. Il y a des termes qui ont une signification historique très forte et affective très forte. Racisme, faites la liste de suprématie blanche, et ainsi de suite. Puis vous, comme moi, comme nous, je devine, quand on voit de l'authentique racisme, on est scandalisé. Quand on voit de l'authentique suprématie blanche, on est scandalisé. Mais ces termes-là voient leur définition modifiée. Donc, elle est modifiée. C'est ce que dit Robin DiAngelo. Robin DiAngelo, qui est la théoricienne de la fragilité blanche aux États-Unis, dit une bonne partie de mon combat consiste aujourd'hui à modifier la définition du mot racisme. Et elle en propose une définition nouvelle qui englobe finalement le républicanisme français, le libéralisme anglo-saxon, le gaullisme au sens qu'on pourrait dire à la française, le conservatisme qui est le plus banal, le nationalisme québécois, le républicanisme américain. Et le mot racisme en vient à définir des phénomènes qui n'ont rien à voir avec le racisme, mais dans l'espace public, parce que les gens ne sont pas occupés, bon, c'est tout à fait normal à réfléchir à ça tout le temps, ils ne détricotent pas toujours de la signification des mots, donc ils conservent l'effroi associé à la signification originelle, c'est-à-dire, ah, c'est du racisme, effectivement, le racisme, c'est mal, sans prendre la peine de voir que ce terme-là a changé de signification entre-temps sous la pression de militants. Et de ce point de vue, ensuite, les médias normalisent ces concepts-là. Ils les normalisent. Il y a bien d'autres exemples qu'on pourrait trouver, hein, mais je parle de ce fois-ci de la normalisation dans la novlangue médiatique, la novlangue diversitaire, des concepts devenus militants très radicaux, et en l'espace de très peu de temps, ça se normalise. Ça fait partie, je pense, des traits caractéristiques du politiquement correct tel que nous le vivons aujourd'hui. Est-ce que face à ces mécanismes, vous pensez que de nombreux journalistes s'auto-censurent? Ah oui. Ben, alors, moi, il y a deux choses. Il y a ceux qui en viennent vraiment à penser ce qu'ils doivent penser parce que la profession l'exige. Nous sous-estimons. Je vous l'ai dit, mon rapport à la bête humaine n'est pas un rapport d'admiration infinie. C'est-à-dire, moi, j'aime l'être humain. Je fais partie de la bande. Mais le cœur humain n'est jamais aussi transparent qu'on le voudrait. Donc, on voit des gens qui apprennent à penser ce qu'ils doivent penser pour évoluer dans les paramètres du système. Il y a certains journalistes, on pourrait évoluer, même certains politiques, soit dit en passant. Hein, c'est ce qu'on pourrait appeler la légupéisation de la pensée. Vous avez quelqu'un qui pense quelque chose et là, en l'espace de quelques années, il pense tout autre chose. Mais comment ça s'est passé? Il nous explique jamais pourquoi il a évolué. Il va nous dire à la rigueur, je me trompais. Il va surtout dire, j'ai été sensibilisé. Ah, ça, c'est important, être sensibilisé. C'est-à-dire, si vous tenez un propos qui va contre le régime, eh bien là, vous aurez l'occasion de vous racheter si vous expliquez, je me suis trompé, mais j'irai à la rencontre des catégories discriminées pour qu'ils me sensibilisent et me fassent évoluer, parce qu'en tant que là, de nommer des catégories dominantes auxquelles vous êtes censé appartenir, je n'avais pas vu mes propres biais. Bon. Donc oui, il y a beaucoup de journalistes qui se censurent, sans le moindre doute. Il y a ceux aussi, et qui viennent à croire à ce qu'ils disent. Bon. Il y a aussi ceux qui vivent dans l'écartèlement. Et ça, Miloche, un remarquable penseur, écrit dans La pensée captive, s'intéressait à ceux, il appelait ça la figure du Ketman, je crois. Ceux qui pensent en privé une chose, publiquement en pensent une autre, et là, sont dans l'écartèlement permanent. Alors moi,
Bon, évidemment, je ne donnerai pas de nom parce que je ne suis pas une... Je ne balance pas des noms, moi, mais combien de fois, parce que moi je suis très critique de la notion de racisme systémique ici au Québec, combien de fois des gens viennent me dire, des figures publiques, Mathieu, je suis d'accord avec toi, mais je peux pas le dire, tu sais, parce que là, il y a toujours des raisons qui sont très bonnes. Ils veulent pas perdre leur emploi, ils veulent pas perdre leurs amis, ils veulent pas perdre leur femme, qu'en sais-je. Donc, il y a un écart publiquement, puis là, je le vois publiquement, il va dire une chose, puis en privé, il va venir se confesser du contraire. Ça, c'est l'être humain tel qu'il est. Hein. Mais oui, je crois que le pouvoir médiatique est ainsi fait. Ensuite, c'est une question de construction d'angles. Hein. C'est-à-dire, on construit les angles de telle manière que ça permet toujours de reconduire la logique du régime diversitaire. Là, vous avez fait allusion à des gens qui viennent vous voir en privé au Québec, et justement, j'en profite pour rebondir dessus. Est-ce que vous pourriez revenir sur la polémique au Québec après que votre Premier ministre ait inclus votre ouvrage, donc L'Empire du politiquement correct, parmi 10 suggestions de lecture? C'est dans une publication diffusée par l'Association des libraires du Québec. Ouais. C'est une histoire un peu loufoque. François Legault, qui est le Premier ministre du Québec, et qui aime lire et qui aime partager ses lectures. Donc, il fait des comptes rendus de lecture sur Facebook quand il y a un peu de temps libre. Bon. L'Association des libraires du Québec, des libraires indépendants, a demandé au premier ministre, pourriez-vous nous faire une liste de vos lectures? Bon. Alors, il fait un truc, puis il intègre mon livre dans l'Empire du politiquement correct. Il avait déjà parlé d'autres de mes livres auparavant. Je sais qu'il me lit. Je ne sais pas s'il me lit tout le temps, mais je sais qu'il a lu certains de mes livres, que je considère des livres importants pour moi, donc j'en suis heureux. C'est mon premier ministre, j'en suis heureux. Il fait ça crée scandale dans les milieux littéraires, dans ce qu'on pourrait appeler la gauche woke. Scandale tel que l'association des... Puis en plus, donc, il y avait sa liste, mais en plus, il avait fait une vidéo où il expliquait pourquoi il aimait bien mon bouquin. Scandale dans la gauche woke, l'association des libraires panique. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de retirer la liste de lecture du premier ministre parce qu'on y trouverait, donc un ouvrage scandaleux, le mien, qu'on ne devrait pas mentionner. Pourquoi? Parce que je suis très méchant, mais aussi parce que je conteste la théorie du racisme systémique, ce qu'on reproche aussi au premier ministre. L'association, je l'apprends après coup, demande aussi est-ce que ce serait possible de charcuter la petite vidéo pour enlever le passage où vous parlez de Bock-Côté. Le bureau du premier ministre dit pas du tout, d'aucune manière, puis se désole qu'on ait retiré la liste de lecture par ailleurs. Donc là, qu'est-ce qui arrive? L'association libraire décide de remettre la liste de lecture censurée, mais après une controverse publique. Mais tout ça n'était... Donc finalement, il y a une tentative de censure avortée. Tout ça a créé un immense débat public. Pendant 10 jours, c'était au cœur de l'actualité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est intéressant parce que ça venait dans une dynamique. C'est-à-dire, depuis des mois au Québec, il y avait et au Canada anglais plus encore, il y avait des cas de censure à répétition dans les universités. Pour avoir prononcé le titre de certains ouvrages, eh bien, des professeurs avaient des harcelés, étaient punis par leur université. Dans des émissions de radio ou de télévision, pardon, une animatrice a perdu son émission parce qu'elle a prononcé le titre d'un ouvrage litigieux qu'on ne devrait pas prononcer. Donc, il y avait tout un contexte puis qui se poursuit aujourd'hui sur le harcèlement universitaire de la gauche woke qui dit, par exemple, on a appris ça tout récemment, un professeur dit hommes et femmes dans un cours d'études féministes, puis un étudiant queer dit quand vous êtes homme et femme, je le prends très mal parce que c'est une manifestation de queerphobie et de transphobie. Là, le professeur est un peu désorienté. Ensuite, il y a des passages de livres où on retrouve, des vieux livres, on retrouve quelquefois le mot nègre. Bon, qui est quand tu utilisais à la manière d'une insulte, évidemment qu'on ne veut pas le prononcer. Moi, je n'ai pas envie d'insulter personne. Mais c'est un mot qui est dans le... D'ailleurs, ça faisait pas les titres de livres auxquels je faisais référence. C'était Nègre blanc d'Amérique, de Pierre Vallière, un classique de la littérature politique québécoise. Ben, il y a des professeurs qui décident désormais de ne plus lire le mot lorsqu'ils lisent la page pour éviter de créer du trouble émotionnel chez les étudiants. Donc, c'est toute une dynamique universitaire un peu dingo. Et donc, quoi qu'il en soit, François Legault, parlant de mon livre, a créé un scandale. Et là, finalement, ils ont rétabli la liste et ainsi de suite, mais c'était un exemple parmi d'autres des tentatives de censure aujourd'hui qui caractérisent l'espace public. Puis avec une forme de délire, je me permets de le dire, parce que évidemment qu'il y a des mots que dans la vie, on ne les utilise pas parce que ça implique une insulte. Il y a des mots qu'on insulte pas. Le titre d'un livre, ça ne peut jamais être insultant. Prononcer un titre de livre, comment on peut considérer que prononcer le titre d'un livre, c'est un geste violent?
Alors, vous savez, c'est l'Amérique du Nord, mais méfiez-vous parce que les idées passent assez rapidement, normalement, de notre côté de l'Atlantique vers le vôtre. Cette logique de censure tend à se diffuser. Ce qui est intéressant, c'est que la polémique autour de votre livre, finalement, a donné raison à ce que vous racontez dans votre livre. Oui, ouais, mais c'en était loufoque, à défaut d'être amusant. C'est-à-dire, on a voulu censurer un livre décrivant le mécanisme qu'ils ont eux-mêmes appliqué en, en en voulant faire en sorte que le livre disparaisse du radar. C'est quand même, je reviens là-dessus, ça, le bureau du premier ministre a refusé, mais on a quand même proposé de faire des coupes non seulement retirer la liste, mais on voulait faire une coupe, on voulait un travail éditorial pour enlever la référence au bouquin maudit alias le mien. Vous savez, on est devant ça, mais l'affaire, c'est que la tentation de ce que j'appelle la droite bourgeoise, souvent, c'est de regarder tout ça sans le prendre au sérieux. Hein? C'est-à-dire, vous allez dire, ah, vous savez, ils sont fous les jeunes, ils sont fous les jeunes générations, ils sont fous les Américains. Non, 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 non. Au début, ça a l'air loufoque, mais ensuite, ça se normalise. Ça se normalise. Ce sont des techniques aujourd'hui de discrédit. Puis il y a un auteur américain qui, lui, se réclame de la mouvance dite Antifa, Mark Bray, et qui explique que là, c'est une stratégie dans son cas. Vous savez, quand il y a des conférenciers qui sont invités sur des campus, et là, il y a du tapage, il y a du grabuge, finalement, la conférence est soit annulée. Bon. Eh bien, ils expliquent que ce qu'il faut, c'est normaliser ces stratégies de grabuge. Et il dit à peu près mot pour mot, si on annule une fois une conférence, ça crée un scandale, mais si on parvient à l'en faire annuler 2, 3, 10, bien finalement, les gens s'habituent à l'annulation. Ça ne provoque plus un grand tumulte dans l'actualité. Puis en dernière instance, les gens comprennent que mieux vaut ne pas inviter les gens qui suscitent autant de controverses. Donc on est de ce point de vue devant ce qu'on appelle la fameuse cancel culture. Elle s'exprime quelquefois comme une stratégie pour réussir à expulser de l'espace public des gens qui contredisent les dogmes du régime diversitaire. Est-ce que vous pourriez vraiment, en 2-3 mots, préciser ce qu'est la cancel culture et aussi la gauche woke, qui sont des termes qui apparaissent tout juste dans le débat public, on va dire peut-être depuis cet été avec Black Lives Matter? Alors, la cancel culture, c'est cette idée qu'il faut expulser de l'espace public. C'est une culture du bannissement, finalement. C'est une culture de l'ostracisme. Il faut bannir de l'espace public ceux qui tiennent des propos qui entrent en contradiction avec la sensibilité des groupes dits minoritaires qui se sentent, pour qui certains discours ne sont pas des discours, mais des actes de violence à leur endroit. Donc, il faut interdire une conférence, il faut tout faire pour bannir un livre, il faut perturber un cours. Donc, c'est une technique d'ostracisme, une technique de bannissement, c'est une technique aussi pour expulser de l'espace public et condamner, c'est une forme de peine de mort sociale, en quelque sorte. Bon. Ensuite, la gauche woke, c'est ce qu'on pourrait appeler, c'est une gauche... moi j'appelle ça une gauche religieuse américaine, qui se veut, qui revendique une hypersensibilité aux questions liées à la diversité. Et qui se dit donc qui se veut très consciente de ses privilèges, donc qui est toujours dans l'autocritique raciale ou sexuelle, en tant qu'homme blanc, je m'excuse, en tant que femme blanche, je m'excuse, en tant qu'homme qui est sur ses deux, qui a le privilège d'avoir ses deux jambes, je m'excuse, en tant que parce qu'il y a un ordre social qui est capacitiste. Bon. Donc, c'est une logique de l'autocritique, une forme de néo-maoïsme et public. Et à partir de là, eh bien, la gauche woke donc, est dans l'autocritique permanente et dans ce qui la distingue, c'est une logique fanatique. C'est une diabolisation systématique de tous ceux qui ne partagent pas quelquefois des moments de transe idéologique comme on peut en voir à certains moments. Ce qui s'est passé à Evergreen en 2017, je crois, en est probablement l'exemple le plus caractéristique. Dans le combat là, pour la mise en récit de la collectivité, les journalistes ont bien évidemment un rôle majeur en pouvant décider qu'un fait divers devient un fait politique majeur, qui aujourd'hui, entre la gauche et la droite, vous semble capable d'imposer l'actualité? Vous savez, moi, je ne raffole pas du clivage gauche-droite. Je pense que c'est un clivage qui déforme la réalité davantage qu'il ne l'éclaire. Mais si vous tenez à tout prix à utiliser ce clivage-là, disons ce qu'on appelle la gauche identitaire, la gauche multiculturaliste, la gauche woke, mais la gauche identitaire est celle qui façonne le récit médiatique dominant. C'est elle qui décide si un événement est majeur ou s'il est mineur. C'est elle qui façonne, qui structure le récit médiatique. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des poches de résistance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des contre-discours qui cherchent à se former. Mais globalement, c'est assurément la gauche identitaire ou plus largement le régime diversitaire.
Le propre d'un régime, moi je trouve que là-dessus, je suis très aristotélicien. Le régime est la catégorie politique fondamentale. Et le régime diversitaire engendre un récit qui justifie sa radicalisation. Et je pense qu'on est contemporain de ça aujourd'hui en Occident. Le régime diversitaire se radicalise à grande vitesse. Et dès lors, celui qui propose un autre récit de l'actualité peut même être accusé de verser dans la fake news. Donc, il y a certains faits qui, s'ils sont mentionnés, peuvent être accusés de relever de la fake news. Et le régime, inversement, va créer quelquefois des fake news, croyant raconter l'actualité sous l'angle d'une vérité absolue. Dans les faits, il la triture de telle manière que le réel, finalement, n'existe plus. On est dans un pur univers de représentation, quelquefois clairement manipulée, mais sinon, qui relève en fait de l'obsession idéologique. Je voudrais aller sur une autre partie de votre ouvrage, sur la partie qui concerne les réseaux sociaux. Pourquoi les différents pouvoirs des GAFA au gouvernement veulent réguler les réseaux sociaux? Plusieurs raisons. C'est un espace. Alors, les réseaux sociaux ont permis un détachement d'une partie de l'espace public du contrôle du système médiatique. Et sur les réseaux sociaux, pouvaient prendre la parole des gens, des idées, pas toujours lumineux, soit dit en passant, mais des courants de pensée, des sensibilités qui s'exprimaient là et qui étaient autrefois refoulés ou neutralisés par le système médiatique, ou qui pouvaient s'exprimer en leur propre nom sans être réduits à telle ou telle étiquette. Au début, il y avait une forme d'idéal presque libertaire associé à Internet, c'est-à-dire libertarien, on dit ce qu'on veut sur Internet. Mais là, il y a eu une crise de panique autour de 2016, le Brexit et Trump. Pourquoi, peu importe ce qu'on pense du Brexit et de Trump, soit dit en passant, le régime a réagi comme s'il s'agissait de l'élection de l'un, la victoire de l'autre, comme c'était le symptôme d'un dérèglement du débat démocratique. Un débat démocratique bien mené n'aurait pas permis l'élection de l'un et la victoire du Brexit. Donc, le débat était déréglé. Pourquoi? En partie parce qu'il était dominé par les réseaux sociaux et ainsi de suite, qu'une parole sans contrôle s'y exprimait. Et ensuite, il y a cette idée justement que une remise en question du régime s'y exprime. Dès lors, il y a cette idée qu'au nom de la civilisation du débat public, dans les faits, ce qu'on voit de la loi Avia chez vous, à la loi qui s'en vient à Ottawa chez nous, enfin, Ottawa chez nous, au Canada, le pays à côté. On a cette idée qu'il faut civiliser le débat public, mais dans les faits, ce qu'on cherche à faire, c'est étiqueter de manière tout à fait particulière les propos qui entrent en contradiction avec le régime. Au nom de la lutte contre la haine, mais quand on regarde, par exemple, la politique de Facebook contre la haine, on explique que la haine, c'est contre les minorités, mais pas contre la majorité, par exemple. Le Reddit aussi a eu cette idée-là. Donc, dire qu'un majoritaire critique un minoritaire, c'est de la haine, mais qu'un minoritaire dise un majoritaire sale blanc, par exemple, ou cancel white people, comme l'avait dit Sarah Young du New York Times, c'est pas de la haine. Non, c'est de l'autodéfense. Parce que dans un contexte marqué par la suprématie blanche. Là, vous dites, la suprématie blanche, c'est terrible. Absolument. La suprématie blanche, si c'est le Ku Klux Klan, c'est terrible. Si c'est la alt-right, OK? Mais c'est pas de ça dont on parle. Quand on lit aujourd'hui, la suprématie blanche, ce serait l'autre nom de la structure profonde des sociétés occidentales. Ah, OK. Donc, encore un coup de jeu de langage. Bon. Alors, on est là-dedans. Donc, la régulation des réseaux sociaux, c'est une volonté, en fait, c'est une tendance pour simplement reprendre le contrôle de l'espace public pour éviter que des points de vue dissidents ne puissent s'y exprimer de manière un peu trop décomplexée. Si je peux me permettre, ce qu'on a vu au Capitole, c'est particulier, parce que ce qui s'est passé au Capitole était scandaleux. Le 6 janvier, sans le moindre doute, des excités extrémistes marvelisés qui décident de prendre le Capitole, prendre le Congrès, ça n'a aucun bon sens. C'est condamnable sans la moindre nuance. Bon. Mais depuis des mois, il y avait des violences aux États-Unis. Et ça, cette violence-là, apparemment, il fallait moins la condamner. Elle était compréhensible et ainsi de suite. Donc, il y a une espèce de deux poids, deux mesures. C'est fascinant. Si on condamne la violence, puis il faut condamner la violence, puis l'extrémisme politique, très bien, mais on voit ce que ça... Il y a une forme de déséquilibre. Il y a un déséquilibre dans le traitement de la violence. Vous savez, on le voyait pendant les manifestations du mois de l'été 2020, où on disait
alors que ça brûlait, là, il y avait le journaliste qui était là, peaceful protest, et ainsi de suite. Ça en était assez amusant. Donc, des manifestants pacifiques, disait-il, alors que ça brûlait derrière lui. D'ailleurs, la presse conservatrice s'en est un peu amusée, comme on a commencé à s'amuser un jour en France du pas d'amalgame. C'est-à-dire, pas d'amalgame. Bon, alors, à un moment donné, le bon sens populaire s'empare des formules du régime pour s'en moquer un peu. Je n'y vois que bon sens. Une fois que c'est dit, ça c'est évident, il serait bien que sur les réseaux sociaux, les gens se comportent de manière plus civilisée. Ça, je le pense vraiment. Il serait bien que les gens se comportent de manière... qu'ils se rappellent qu'on met la personne devant eux qu'ils détestent, c'est un être humain. Puis, il ne faut pas vomir sur des gens. Il ne faut pas chercher à détruire une réputation. Tout ça va de soi. Mais sous prétexte de lutter contre cela, dans les faits, c'est une volonté de verrouiller le débat public qui s'exprime quand on regarde la définition des termes qui est proposée pour réguler l'espace public. Très bien, je précise pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à partager sur votre page personnelle cette publication en cliquant sur le bouton partager. Ça permet de la diffuser et de prêcher la bonne parole dans cette ère du politiquement correct, en particulier sur Facebook d'ailleurs. Donc je vais passer à une autre question. Diriez-vous que la légitimité de ceux qu'on présente aujourd'hui comme des polémistes adeptes du dérapage, terme qu'on emploie bien évidemment pour les discréditer, mais diriez-vous que leur légitimité a augmenté ces dernières années? Je pense en particulier à Éric Zemmour sur CNews, qui semble avoir inversé le rapport de force. Et vous écriviez déjà en 2019, donc dans cet ouvrage, avec Zemmour, une part de la droite s'est libérée de ses inhibitions progressistes. Le système s'en est d'abord amusé. Au moment de paniquer, il était trop tard. Ben alors, ce qui est intéressant, parce que premièrement, l'utilisation du mot polémiste est intéressante. Hein. Polémiste, on l'utilise rarement pour parler des gens de gauche. C'est amusant. Le polémiste, c'est toujours... Et alors, la notion même de polémiste, on parle de quelqu'un qui est querelleur, hein, qui cherche la querelle pour la querelle, qui veut se chicaner, comme on dit chez nous. Bon. Donc déjà, l'étiquette, elle est disqualifiante. Ensuite, moi, ce qui me frappe surtout, c'est la volonté... peu importe toujours ce qu'on pense de Zemmour, on peut être d'accord ou non, on peut trouver qu'il va trop loin, qu'importe ce qu'on en pense. L'idée, me semble-t-il, dans une société démocratique, c'est d'accepter l'autre comme interlocuteur. C'est d'accepter, on va répondre aux arguments qui avancent. Puis s'il se trompe sur des affaires, on va répondre. Et puis il y aura un débat éclairé. Mais ce que je constate, c'est que c'est plutôt revient en boucle. Hein. Je me rappelle sur France Inter, je crois que c'était Sonia De Villers, qui se questionnait avec inquiétude. Pourquoi donne-t-on la parole à ces gens? Pourquoi y en a-t-il autant qui peuvent s'exprimer dans l'espace public? C'est une volonté, en fait, dans le régime, c'est comme ça, c'est une volonté d'expulser de l'espace public le contradicteur. Donc non, je ne pense pas qu'il a gagné en légitimité. Je pense qu'il a gagné en force. C'est différent. Il a gagné en puissance, mais pas en légitimité. Et ça crée une société terriblement polarisée en dernière instance, parce que quand on refuse la légitimité du contradicteur, eh bien, il n'y a plus de débat possible. Quand vous êtes devant quelqu'un, vous expliquez qu'il n'a pas le droit de dire ce qu'il dit et que vous ne cessez de réfléchir publiquement sur le fait qu'il ne devrait pas avoir le droit d'avoir une plateforme ou une tribune, eh bien, vous condamnez la possibilité même du désaccord. C'est quand même quelque chose. Donc non, je pense que vous savez, en plus, peu importe ce qu'on en pense, il n'y en a pas tant que ça qui pensent de cette manière-là. Il y a quelques intellectuels, journalistes, chroniqueurs dans l'espace public, mais globalement, le discours est tout à fait autre. Mais il suffit, ça c'est une formule que j'ai souvent utilisée, la gauche a tellement l'habitude d'être dominante qu'il lui suffit d'être critiquée pour se croire assiégée, et la droite a tellement l'habitude d'être dominée qu'il lui suffit d'être entendue pour se croire dominante. Donc c'est une espèce de double quiproquo, mais on se fait de ce qui fait qu'il y a quelques années, on se dit l'hégémonie culturelle a changé. Bien sûr que non, il ne faut pas se compter l'histoire. Il y a simplement qu'on entend quelques voix de plus qui marquent un désaccord. Regardez France Culture, moi j'adore France Culture, mais disons que la voix de Finkielkraut n'est pas dominante. En disant ça comme ça. Il y a des choses de grande qualité qui se font sur France Culture, mais ça choque plusieurs qu'il y ait encore une émission où la perspective d'un Finkielkraut puisse s'exprimer dans la vie publique. Donc, moi, je pense que l'enjeu fondamental à travers ça, si on était optimiste, mais je ne le suis pas, c'est d'espérer une réhabilitation de la culture du débat. Mais je vous avouerai qu'avec le temps, je me demande si dans le camp d'en face, oui, il y en a qui le veulent, il n'y a pas de doute,
mais j'ai pas l'impression qu'ils sont dominants. Moi, je suis très inquiet. Je crois qu'on entre dans une période beaucoup plus autoritaire qu'il ne le dit, et où la défense des libertés devient un enjeu fondamental, notamment la possibilité d'exprimer un désaccord public sur des questions fondamentales. Ça, je crois que c'est un désaccord qui nous est de plus en plus... c'est une possibilité, pardonnez-moi, qui est de plus en plus contestée. Donc, vous ne voyez pas depuis quelques années un rétablissement du rapport de force. Pour vous, l'augmentation, voilà, l'arrivée de nouveaux chroniqueurs de droite, les augmentations d'audience de CNews, finalement, ont rattrapé un peu un retard, mais sont loin de venir rétablir un débat d'idées, débat démocratique sain. Ben, c'est-à-dire, si vous êtes satisfait de ce qui se passe en ce moment, je dirais que vous n'avez pas des attentes très élevées. Je veux dire, il y a, oui, une parole qui se fait entendre, mais il y a remonté jusqu'aux années 80. Il y a eu des cycles comme ça. Au début des années 80, il y a le Figaro Magazine de Louis Powell qui avait percé. Eh bien, il y a eu des tentatives de disqualifier. Ça a créé scandale. Comment un média de grande envergure pouvait-il, avec des vrais moyens, exister dans l'espace public et ainsi risquer de le dérégler? Parce que ensuite, il y a eu d'autres exemples, et ça s'est multiplié. Dans l'espace public, pour nos progressistes, l'idée est la suivante. On doit toujours réussir à travailler à rééduquer, reconstruire la population pour être capable justement de purger chez elle les sentiments mauvais, les idées inacceptables qu'elle porte en elle d'une manière ou de l'autre. Mais c'est toujours un travail inachevé parce qu'on sait qu'il y a toujours des préjugés résiduels qui peuvent être réactivés si une seule voix se fait entendre et dit autre chose que le discours globalement admis. Dès lors, quand on voit une figure émerger, dans un pays ou dans l'autre, quelle qu'elle soit, cette figure qui émerge et dit autre chose que le discours attendu peut donc, dans leur esprit, réactiver des préjugés et réactiver une dynamique d'intolérance et tenir un discours clivant, un discours qui nous divise. Dès lors, il faut éviter qu'il ne se propage dans l'espace public des paroles qui pourraient réactiver les préjugés de la population. Il y a à travers ça une forme de logique de rééducation, particulièrement autoritaire, pour ne pas dire davantage, une tentation totalitaire qui se dégage. Je ne dis pas qu'on est en régime totalitaire, je dis qu'il y a une tentation totalitaire qui s'exprime et qui, de ce point de vue, identifie le contradicteur du moment, quel qu'il soit, pour chercher à l'expulser. Et vous noterez d'ailleurs une autre figure, enfin, j'ai plusieurs figures en tête, mais dans la vie publique, finalement, sur les méchants qu'on connaît, on peut dire d'eux absolument tout. On peut les animaliser, les bestialiser, les insulter. Ça crée jamais, c'est jamais assez un discours haineux. C'est quand même drôle, cette espèce de déséquilibre conceptuel. Donc non, je pense que vous êtes trop optimiste. Je vais continuer à essayer d'être optimiste. Vous avez écrit dans votre livre « Il faut qu'un thème passe à gauche pour devenir légitime. Il faut que la gauche s'en empare pour qu'il devienne digne de considération et soit admis dans la conversation publique. » On avait vu par exemple un exemple dans les médias lorsque la gauche a semblé découvrir l'islamisation des banlieues, puisqu'en 2018, les deux journalistes du Monde, Davet et L'Homme, avaient sorti un ouvrage sur l'islamisation de la Seine-Saint-Denis, alors que depuis des années, des médias de droite alertaient sur ce danger. Est-ce qu'avec la séquence, par exemple, cet été de l'ensauvagement, de faits divers qui ont été au cœur du débat public, qui était plutôt imposé par la droite, il n'y a pas une petite évolution du rapport de force? On est juste dans un cycle à nouveau comme le Figaro Magazine dans les années 80? Vous savez, moi, je le disais plus tôt, quand une partie de la gauche découvre, là, depuis un an, la cancel culture, la gauche radicale, les woke, le politiquement correct, parce que tout simplement, ils ont senti que c'était leur tour d'y passer. De la même manière, ça, vous évoquez Davet L'Homme, c'est quand même assez amusant, ça, je dirais. Bravo les gars, ils découvrent l'islamisation de certaines banlieues. Non mais, je veux le dire, waouh, bravo, mais quelle lucidité et quel courage. Vous êtes seulement 30 ans en retard, mais ça fait plaisir. Mais ce qui est insupportable, c'est quand ils arrivent avec ce moment de lucidité, et ils expliquent, oui, mais ceux qui avaient vu auparavant, c'était pas même ce qu'ils avaient vu par idéologie. Il n'y avait pas. Parce qu'on doit dire que l'idéologie était assez efficace cette fois-là. Elle avait vu 2-3 affaires. Que diriez-vous de l'adopter? Donc, non, alors que je ne veux pas être désespéré ni catastrophiste. Je dis que le réel, quelquefois, se perce. On s'entend. C'est-à-dire, on a été obligé de nommer la censure dans les universités parce que ça s'est mis à se diffuser à grande vitesse. Mais quand on regarde dans les médias québécois notamment,
quand on parle justement de la gauche woke, on est toujours en train de se désoler qu'elle persécute des gens qui sont pourtant de gauche eux-mêmes. Ah, vous en prenez à d'autres gens de gauche. Pourquoi? Et là, on a envie de dire, vous savez, nous méchants qui portons l'étiquette de droite, ça fait des années qu'on connaît ça, vous étiez pas là, c'est drôle. Où est-ce que vous étiez, les gars, quand c'était nous qui se faisions diaboliser, puis expulser, puis ci et ça? Ça vous scandalisait pas? Ah bon? Donc, là-dessus, voyons-y aussi, soyons lucides, une forme de réflexe de survie de ceux qui sentent que la révolution juge que c'est désormais leur tour. Hein. La révolution dévore toujours ses enfants. Et puisqu'ils ces honnêtes gens, par ailleurs, de centre-gauche, libéral, qui découvrent aujourd'hui que c'est leur tour d'y passer, eh bien là, ils ont une crise de panique. Je les comprends, j'aimerais pas du tout. Nous savons, nous, si je peux me permettre, à droite, entre guillemets, le sort qui les attend. C'est pas agréable du tout, mais le problème, c'est que plutôt que de s'allier avec ceux qui étaient déjà dans le statut de paria, ils préfèrent conserver les anciens parias dans leur statut en disant « Oui, mais nous, on ne rejoint pas pour autant les méchants qui étaient diabolisés hier. Eux, on avait raison de les diaboliser. C'est juste nous qu'il ne faudrait pas diaboliser. » Bon, on connaît la méthode. Là, pour la deuxième fois dans l'entretien, vous ne souhaitez pas forcément utiliser le terme de droite, donc ça me fait rebondir sur un passage de votre livre où vous dites « La droite est de gauche dans la mesure où celui qui accepte d'entrer dans ce clivage est aspiré par une dynamique qui semble à peu près immaîtrisable à partir de son camp. » Puis vous dites « La droite n'a pas à défendre un système idéologique alternatif, mais une civilisation dans ses 1000 visages. La droite n'a pas seulement d'autres idées, elle a un autre rapport aux idées. » C'est pour ça que vous ne souhaitez pas utiliser ce terme qui nous enferme en fait dans un débat où l'adversaire a déjà gagné. Oui, ben le clivage gauche-droite se constitue à partir de la gauche. C'est la gauche qui s'autoproclame gauche et qui dit ceux qui ne sont pas avec moi sont à droite. C'est la gauche qui ajoute si vous ne suivez pas mon rythme, vous allez basculer à droite ensuite. Donc tout le rêve d'un débat gauche-droite dont on parle souvent, on entend ça, il faudra un débat gauche-droite. Ben, le fait est que le mot droite sert d'abord et avant tout du débat. Quand on colle l'étiquette de droite, c'est une manière de dire le débat est terminé de ces gens. Pascal Bruckner, qui est un homme que j'estime, raconte dans son livre Le Bon Fils, il dit les seuls débats qui l'intéressaient fondamentalement étaient les débats qui se passaient à l'intérieur de la gauche. Parce que c'était son propre camp. Puis pour les débats qui se passaient à droite, bon, c'est un homme très intéressant, mais c'est intéressant comme aveu. Donc, le mot droite, je trouve qu'il est... Dès lors qu'on rentre dans le clivage gauche-droite, on risque inévitablement de se faire dire, parce que c'est la gauche qui décide comment fonctionne le clivage gauche-droite. Donc, on va dire, vous êtes la droite humaniste. C'est vraiment la droite qui est occupée d'être d'accord avec la gauche. Ensuite, vous avez commencé à aller très à droite. Et très à droite, c'est par définition trop à droite. Et là, vous basculez vers la droite. Et là, vous allez, si vous continuez d'être en désaccord, puis vous ne comprenez pas qu'il y a des limites au désaccord, là, vous allez finir à l'extrême droite. Donc, dès lors qu'on accepte ce clivage-là, eh bien, c'est la gauche qui fixe les paramètres de la droite acceptable. Puis on comprend que finalement, la droite acceptable, c'est une droite comptable, c'est une droite gestionnaire, c'est une droite qui idéologiquement a capitulé, mais qui prétend gérer juste un peu mieux les fonds publics de temps en temps si c'est possible. Bon, puis en plus, elle le fait même pas. Alors devant ce qu'on pourrait appeler, c'est une conception, le clivage gauche-droite, depuis ses origines, ne fait que sert à stigmatiser ceux qui n'acceptent pas d'entrer dans la religion progressiste. Donc voilà pourquoi moi, je ne veux pas de ce clivage-là, mais s'il doit être utilisé néanmoins, si on est obligé d'utiliser le clivage gauche-droite, eh bien, je dis que pour moi, la droite, si on doit la nommer comme telle, ne doit pas simplement proposer un système idéologique alternatif. Alors ça, c'était le fantasme de Hayek, qui disait on va proposer notre propre utopie libérale. Il dit non. Si la droite doit exister, moi je préfère le mot conservatisme, elle est là pour témoigner d'un autre rapport au monde. Elle refuse la reconstruction idéologique du monde. Elle rappelle que l'ordre social n'est jamais absolument transparent. Elle est attentive à la singularité de chaque société. Elle est attentive au fait qu'il faut toujours se méfier de ceux qui prétendent fusionner le juste, le vrai et le bien. Elle défend un patrimoine de civilisation qui ne tient pas simplement dans un système idéologique. Mais tout ça, moi, je préfère le nommer conservatisme et en même temps déconstruire justement ce clivage gauche-droite, qui est un clivage qui nous condamne à simplement un jeu de positionnement. C'est-à-dire pas un peu à droite, mais pas trop. D'ailleurs, le mot droitisation, vous droitiser. Qu'est-ce que ça veut dire, se droitiser? Est-ce que ça veut dire aller trop loin à droite? Est-ce que ça veut dire la droite qui devient de droite?
La droite décomplexée, c'est génial, c'est la droite décomplexée. Donc, on comprend que la droite, c'est rarement un compliment, hein. Donc, droite décomplexée, donc on préfère la droite complexée, la droite sous l'autorité morale de la gauche. Et quand la droite est décomplexée, c'est une droite qui ose être elle-même. Osant être elle-même, elle dévoile ses sales entrailles. Donc, on comprend que dans ce jeu d'étiquetage se cache une manière d'étouffer le pluralisme politique et intellectuel véritable. Vous qui avez accepté de vous présenter comme conservateur, que répondez-vous aux gens qui disent comme Christine Taubira que vous faites commerce de l'anxiété, de l'angoisse et de la désespérance? Si on doit répondre à ça, je dirais que c'est une manière comme une autre de réduire la vie publique, de réduire la vie politique à une simple entreprise de diabolisation. C'est-à-dire, finalement, nous sommes devant des exorcistes qui voient chez nous la tentation du diable. Là, on travaillerait les peurs populaires avec une forme de procédé maléfique pour exciter les peurs populaires. Non, j'inviterais Mme Taubira à prendre au sérieux l'argument de ses adversaires. Est-ce qu'elle est capable de prendre au sérieux tel ou tel désaccord? Peut-elle répondre à un argument sans expliquer que cet argument n'est que le masque d'une stratégie d'instrumentalisation des angoisses populaires qui nous conduirait inévitablement à la xénophobie et aux pires heures du 20e siècle? Serait-elle capable d'envisager ça? Puis en dernière instance, moi j'aime rappeler, soit dit en passant, que ceux qui ont été capables de tenir tête aux nazis et aux communistes, hein, c'est quand même important au 20e siècle, le totalitarisme, eh bien, c'était pas des prix 68 heures en culotte courte. C'était De Gaulle, Churchill, c'est Solzhenitsyn à l'Est. Autrement dit, c'est des gens enracinés dans un patrimoine historique, une culture, une mémoire, une langue. Toutes des choses qu'aujourd'hui on classerait à l'extrême droite de l'extrême droite. Là. Des gens qui ont défendu la civilisation occidentale, la démocratie, les libertés. Puis comme je redis mes trois héros, mais il y en aurait d'autres. Solzhenitsyn, De Gaulle, Churchill, j'ajouterais Raymond Aron, que j'aime beaucoup, une figure immense. Eh bien, ces gens-là ne défendaient pas cette espèce de vision frelatée de la démocratie libérale qu'on nous propose aujourd'hui, qui est une vision dénaturée. La véritable démocratie libérale, celle à laquelle je tiens, celle à laquelle nous tenons, elle reconnaît, c'est le régime politique abouti d'une civilisation, mais elle n'abolit pas le pouvoir politique, elle n'abolit pas la frontière, elle n'abolit pas les libertés, elle n'abolit pas le désaccord. Donc, on est aujourd'hui dans une espèce de conflit. Vous noterez qu'une bonne partie du débat universitaire et intellectuel porte aujourd'hui sur la définition même de la démocratie. Là, apparemment, lorsqu'on convoque le peuple, aujourd'hui, on verse dans le populisme. C'est amusant. On est dans une démocratie qui croit s'enorgueillir de ne plus fréquenter l'image du peuple. C'est intéressant sur le plan rhétorique. D'ailleurs, ça fait une transition toute faite. Pouvez-vous revenir justement sur le paradoxe de la démocratie identitaire? C'est-à-dire? C'est-à-dire la difficulté de concilier le sens de l'histoire et le pouvoir reconnu de construire librement son avenir politique. Oui, bien sûr. Ben non, c'est le paradoxe de la démocratie diversitaire, dis-je plutôt. C'est-à-dire, la démocratie devrait être, normalement, c'est à partir d'un peuple historique, un démos, Kratos un pouvoir, c'est une communauté historique qui délibère de son avenir, qui délibère, et puis là, il y a différents choix qui sont possibles. C'est-à-dire, s'il y a des élections, c'est qu'il y a plusieurs avenirs possibles. Bon. Donc, le peuple peut aller dans une direction ou une autre. Il peut, au fil des délibérations, construire son avenir à partir d'images différentes et contrastées. Donc, ça présuppose que la démocratie ne préjuge pas de l'orientation qui sera prise. La démocratie est un processus politique, c'est un régime, mais elle ne donne pas un sens à l'histoire. Le sens à l'histoire est né de la volonté populaire qui est traduite en décision politique dans le respect du pluralisme et des libertés. Le régime diversitaire renverse l'idée de la démocratie et aujourd'hui, ce qu'elle nous dit, c'est que fondamentalement, la démocratie, c'est le déploiement de la logique des droits, entre guillemets, jusqu'au bout. Donc, de l'effritement de toutes les figures du collectif qui sont toujours ramenées à la tyrannie de la majorité. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est l'effritement de la possibilité même du peuple. Donc, la démocratie, aujourd'hui, ça irait dans une direction. Donc, quand le résultat populaire, le résultat électoral ou référendaire donne pas le bon résultat, Trump, Brexit, mais demain peut-être élection, je sais pas, un parti au Québec. Imaginons si on réussit à faire l'indépendance dans quelques années. Espérons. Eh bien, si c'est le cas, je ne doute pas un instant qu'on va nous expliquer que ça va contre le sens de l'histoire, contre la démocratie, que ça cause problème. Donc, il faut savoir à quelle définition de la démocratie on se fie. Est-ce que c'est la logique diversitaire qui prétend sans cesse égrener la communauté politique en multiplication de groupes d'ayants droit qui absolutisent leurs préférences en disant que ce sont des droits qu'on ne peut plus contester ou remettre en question? Ou est-ce que c'est un peuple qui délibère de son avenir et qui prend des décisions politiques qui l'engagent, mais qui sont révocables au terme de différentes
discussions, différentes délibérations. Moi, je suis un démocrate libéral. Un démocrate libéral, je crois à la souveraineté populaire, je crois aux libertés publiques. Je pense que je suis par ailleurs un homme de mon temps. Je n'ai pas envie de faire la morale aux gens en général. D'ailleurs, je laisse ça aux gens de gauche, c'est eux qui font carrière là-dedans. Mais le fait est que je suis un démocrate libéral. Je crois à la conjugaison, au travail d'équilibre qui est toujours approximatif, qui est jamais définitif, entre la souveraineté populaire et les libertés publiques. Aujourd'hui, je constate que la souveraineté est de moins en moins populaire et quant aux libertés publiques, elles sont souvent néantisées ou condamnées au nom justement de la promotion du régime diversitaire. Donc, je pense qu'il faut retrouver les assises du régime politique occidental. Ceux qui se revendiquent justement de la démocratie, de la souveraineté du peuple, sont étiquetés de populistes, voire parfois d'extrême droite. Avec l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump, est-ce que le populisme a encore un avenir? Premièrement, il faut rappeler une chose. Cet assaut était condamnable sans la moindre nuance. Moi, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Ceux qui tergiversent, non. C'est scandaleux, on est en démocratie. Bon, on accepte le résultat des élections, on ne s'en prend pas, on ne cherche pas à faire une espèce de prise d'assaut comme ça n'a aucun sens. Ensuite, ceux qui ont décidé de s'en prendre, c'est pas tous les électeurs de Trump, c'est la frange histrionique, c'est la frange trublionesque, c'est la frange toxique, c'est la frange, ce qu'on appelle les nuts, les démocraties, il y a une formule américaine qui me revient pas à l'esprit quand je veux dire, mais vraiment, c'est la droite crackpot, là, disons ça comme ça, la droite paranoïaque. Bon. Mais il y a des dizaines de millions d'électeurs pour Trump. Alors là, est-ce qu'on peut être capable de distinguer entre ces excités-là, la droite milicienne, et de l'autre côté, un électorat qui, on peut être d'accord ou non, mais ne se réduit pas à la droite milicienne qui s'est exprimée. Ensuite, les déterminants sociologiques profonds qui aujourd'hui font, et politiques, qui font que ce qu'on appelle le populisme émerge. Le politiquement correct, l'immigration massive, la dissolution des frontières, la mondialisation déréglée, tout ça, ça existe encore. Donc, je ne sais pas si le populisme en lui-même, d'ailleurs, j'aime pas beaucoup cette étiquette, mais quoi qu'il en soit, je ne sais pas si elle a de l'avenir. On ne le réduira pas à sa caricature trumpienne, encore moins aux excités du Capitole. Puis on va chercher à voir comment, à notre époque, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui s'exprime à travers la revendication populiste. C'est plus complexe que la caricature qu'on en trouve trop souvent dans les médias autorisés. Très bien. Je voudrais aller un peu sur l'actualité qui agite la France, l'islamo-gauchisme. Est-ce que vous vous réjouissez de la prise de conscience du gouvernement avec la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui a pointé sur CNews l'islamo-gauchisme, qui, selon elle, gangrène la société dans son ensemble et l'université n'est pas imperméable? Je pense que c'est absolument nécessaire. Alors, l'étiquette islamo-gauchiste, personnellement, je la trouve exagérément polémique, mais encore là, en dernière instance, c'est drôle parce que des gens qui nous disent que l'islamo-gauchiste n'existe pas, c'est pas un concept scientifique, ce sont les mêmes qui nous disent que racisme scientifique, toutes les phobies du monde, privilèges blancs, suprématie blanche sont des concepts scientifiques. Bon, ils sont amusants quand même, ils ont le sens de l'humour. Mais je pense que votre ministre a nommé une réalité qui va au-delà de l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire c'est l'idéologisation de l'université. C'est l'idéologisation de l'université, la confusion de l'authentique travail académique avec du militantisme. C'est l'idéologisation de l'expertise universitaire. Donc non, il était temps de nommer la chose. Alors ensuite, peu importe l'étiquette qu'on aurait utilisée pour la nommer, elle serait contestée. Ensuite, il ne faut pas oublier une chose qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, les professeurs effarouchés qui crient à la censure du pouvoir, un instant, ils pratiquent la censure académique à temps plein des deux côtés de l'Atlantique. Ils ont cadenassé la profession universitaire. Ils ont transformé l'université en laboratoire idéologique. Et là, aujourd'hui, parce qu'on rappelle que la liberté universitaire, la liberté intellectuelle doit exister dans l'institution qu'ils ont cadenassée, eh bien, ils s'insurgent comme si un nouveau macartisme apparaissait. Non, mais là, c'est quand même... c'est culotté. Nous sommes devant des gens qui ont une pratique de censure dans l'institution académique, qui disqualifient systématiquement les points de vue. Si vous voulez faire carrière dans l'université globalement, il faut embrasser une série de perspectives idéologiques très établies. Et si vous ne le faites pas, vous comprendrez très rapidement ce que veut dire ne pas faire carrière. Bon. C'est un lieu qui, par ailleurs, tend à faire passer pour de la science des
exigences idéologiques. C'est quand même drôle que dans une époque qui se revendique de la science sans arrêt et qui lutte contre les fake news, on considère désormais qu'affirmer qu'un homme n'est pas une femme est un propos haineux. C'est quand même amusant que des gens mais que la science, ce serait la fluidité du genre. Hommes et femmes, ça n'existe pas, mais la science, c'est la fluidité du genre. On est devant des grands rigolards. Donc, mais en fait, c'est une forme de lysenkisme qui correspond à notre époque. Les sciences sociales sont trop souvent des discours idéologiques qui s'articulent dans un jargon scientifique. Mais ne nous laissons pas bluffer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vrais chercheurs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vrais intellectuels, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vrais sociologues et des vrais politologues. C'est-à-dire que les tendances lourdes dans l'institution sont là. On est devant une institution déréglée. C'est une question qui, globalement, dépend essentiellement du financement public. Il n'est pas interdit, à un moment donné, de vouloir restaurer l'esprit de l'université contre ceux qui l'ont détourné. Mais si ce concept n'est pas scientifique, sur quoi on peut s'appuyer pour montrer qu'il y a une surreprésentation des thèses allant explorer justement des thèses islamo-gauchistes? Non, mais c'est pour ça que là-dessus, ce qu'il faut avoir une vision d'ensemble, c'est-à-dire la notion d'islamo-gauchisme est trop serrée. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est aujourd'hui ce que j'appelle le mode de production du savoir académique, c'est-à-dire le mode de production, le financement, les critères utilisés dans la recherche en sciences sociales. Il faut ensuite voir la crédibilité qu'on accorde à cette institution aussi. C'est important, ça. Parce qu'il ne suffit pas que quelqu'un se présente en disant « j'ai un doctorat en American Studies » ou « j'en sais rien », et se présente et ne cesse de rappeler qu'il a ses titres. Vous savez, on est devant des universitaires quelquefois qui ont l'air un peu de vieux généraux soviétiques qui portaient sur leur veste toutes leurs décorations militaires. Eh bien, on a aussi aujourd'hui des gens qui exhibent leurs diplômes sur le mode de la décoration soviétique militaire. Il faut être capable, puis ensuite, il faut, je pense, faire un authentique travail de critique de fond de ces thèses-là. Il faut vraiment les examiner, les critiquer, une par une, je dirais à certains égards. Il faut voir le mécanisme de production de ces thèses-là. Il faut prendre au sérieux. C'est l'erreur, trop souvent, de ceux qui ne se rallient pas à cette doctrine, c'est qu'ils disent c'est fou. Et la réaction, trop souvent, on sait des Philippe Murray de ce monde. Dieu sait que c'est un grand écrivain, Philippe Murray. Alors, la réaction de la droite, entre guillemets, c'est de dire il faudrait un Philippe Murray pour ridiculiser tout ça. OK, d'accord, mais pendant que Philippe Murray ridiculise tout ça, ce savoir-là s'institutionnalise, se normalise, produit des chercheurs, les conditions d'entrée dans la profession se plient avec des exigences idéologiques très, très marquées. Donc, non, je pense que c'est pour ça qu'il faut réfléchir à l'institution en elle-même et sa décomposition intellectuelle. Finalement, ce n'est peut-être pas l'islamo-gauchisme qui envahit l'université, mais peut-être plus le régime diversitaire que vous décrivez dans votre livre. Moi, je présente l'université comme le noyau idéologique du régime diversitaire. Alors, ensuite, comme je dis, il faut toujours faire les nuances. C'est-à-dire, moi, j'ai rien contre ce qui se passe dans les départements de chimie, de mathématiques, de médecine. C'est très bien. Moi, ça là-dessus, qu'on mette de l'argent, il n'y a pas de souci. Mais qu'on usurpe la référence à la science pour justifier des théories délirantes, au moins qu'on se donne le droit de le critiquer. Donc ça, il va falloir réfléchir à ça. Ce que vous appelez l'islamo-gauchisme, je comprends, vous êtes en France, vous êtes en Europe, ce n'est qu'une facette d'une idéologisation de l'université qui va bien au-delà de cette question. Je voudrais revenir justement sur les mouvements décoloniaux indigénistes. Vous en avez parlé dans votre livre, mais en fait, à l'époque, c'était connu par des gens passionnés du débat politique, mais pas encore du grand public. Depuis Black Lives Matter cet été, en France, on a des polémiques incessantes. On a eu le changement du titre des Diptyque d'Agatha Christie en Ils étaient 10. On a eu quelques statuts déboulonnés, moins qu'aux États-Unis, bien évidemment. On a eu les sorties sur l'homme blanc de Camilla Jordana, le regret que l'Orchestre Philharmonique de Vienne ne soit pas assez blanc pour Ibrahim Mahalouf. On a aussi l'apparition des termes cancel culture et woke dans le débat public. Est-ce que vous pourriez revenir à nouveau, pour ceux qui nous auraient rejoints, sur les fondements vraiment de ce mouvement décolonial? C'est cette idée que fondamentalement, au cœur de la thèse décoloniale, il y a cette idée que le racisme commencerait avec 1492, l'expansion européenne, donc l'expansion vers l'Amérique, mais pas seulement. Et là, donc, le racisme se confondrait en fait avec la structure de la société européenne. Et là, il y a la décolonisation engagée à partir des années 50 pour l'essentiel, ne sera achevée que lorsqu'elle aboutira à une décolonisation intégrale des sociétés occidentales qui elles-mêmes doivent se décoloniser, donc dévoiler leur propre structure raciale discriminatoire, doivent mener à la critique de la dite blanchité, des concepts comme ça, doivent amener à
à la critique de tous les concepts, de tout l'espace mental et universitaire que l'on croyait être celui de la civilisation occidentale. Il y a cette idée donc une décolonisation intégrale. Aux États-Unis, ça a pris le chemin à partir des années 80 qu'il fallait détruire le corpus universitaire, hein, le canon académique. Donc les grandes œuvres de Homère, Shakespeare, Kant, Hegel, Nietzsche, et ainsi de suite. Il fallait déconstruire ça parce que c'était le savoir de l'homme blanc hétérosexuel dominant. Cette même logique-là s'applique aujourd'hui en France et en dernière instance, dans la logique dite décoloniale, eh bien, la décolonisation ne sera achevée que lorsque les peuples occidentaux deviendront étrangers chez eux, lorsqu'ils en seront expulsés symboliquement et on assimile leur tradition historique, leurs institutions à tout ce qui relèverait du racisme systémique, du privilège blanc. Et plus ces concepts se normalisent dans l'espace public, et plus, parce qu'au début, ils apparaissent radicaux, mais ensuite, ils sont normalisés par des figures. Emmanuel Macron va utiliser ce terme-là de temps en temps, une de ses ministres va le faire. Tout ce vocabulaire-là, plus il se normalise, plus il consiste à institutionnaliser le procès des fondements même de notre société en les réduisant à un fantasme racialiste. Et ça, de ce point de vue, le conflit idéologique, il est complet. Il faut être capable de le nommer. J'ai une question un peu provocante. Est-ce que Omar Sy en Arsène Lupin, c'est de l'appropriation culturelle? Non, parce que vous savez, moi là-dessus, je pense justement que on est dans des sociétés libérales. Et là, il faut éviter le principe racialiste. Ça, je pense que c'est fondamentalement. Donc, cette idée, moi, que, oui, blanc, noir, tout ça, je pense que comme société, on doit transcender cette obsession raciale. Donc, non, ça me choque pas du tout, pas un instant, ça ne me dérange pas. Ce que je trouve ensuite, quand on a cette idée qu'il faut systématiser ça, donc il faut que James Bond doit devenir autre, qu'on doit changer toutes les références culturelles, c'est quand c'est un cas comme ça, parce que c'est un bon acteur pour un rôle qui lui convient, très bien, il n'y a pas de souci. Ensuite, si on nous explique systématiquement que l'idée, c'est la déconstruction obligatoire de ceux qui ont de la blanchité, comme on nous dit, et que ça devient presque l'antiracisme consiste aujourd'hui à faire le procès systématique de ce qu'on appelle la blanchité, parce que derrière nos prétentions à l'universalisme, il n'y aurait rien d'autre qu'une blanchité ne disant pas son nom. Alors, on rentre dans un système mental. Mais non, moi, je pense que nos sociétés doivent résister à la tentation de se laisser prendre par le piège du racialisme. Moi, la notion de blanc, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. J'ai un miroir, là, je sais de quoi j'ai l'air, mais politiquement, je ne veux pas donner de portée, de crédibilité à la notion de blanc, de noir, de jaune, et ainsi de suite. C'est une notion. Moi, je crois, je ne veux pas réduire la nation à un pur principe administratif de citoyenneté républicaine. Mais j'ai pas envie du racialisme non plus. Moi, je crois à la culture, je crois aux mœurs, je crois à l'histoire. Je pense que quelqu'un peut être noir, pakistanais, hindou, qu'importe, et devenir français, devenir québécois, devenir anglais, devenir catalan. Faites ce que vous voulez, ils peuvent devenir ça. Ils peuvent le devenir, mais c'est une question mais dans le bon sens du terme, je dirais d'appropriation culturelle. On arrive dans ce pays, on s'approprie sa culture, on s'approprie les mœurs, et on embrasse son destin. Mais ne tombons pas dans le piège qui consiste à pratiquer le délit de faciès d'un côté comme de l'autre. Nos sociétés s'enorgueillissent de ne pas crédibiliser le critère racial. J'espère qu'on va demeurer dans cet état d'esprit. Moi, vous savez, quand on me dit il faut favoriser les entrepreneurs d'une telle couleur, quelle que soit la couleur, je me dis, qu'est-ce que vous dites là? Je ne devrais pas aller voir mon commerçant à côté de chez moi parce qu'il est d'une couleur différente de la mienne. Mais c'est fou, cette affaire-là. On ne peut pas construire une société en silo-ratio. Moi, je regarde ça et je me dis, on est en train de fabriquer une société plus conflictuelle que jamais, où la couleur de la peau deviendra l'ultime frontière de la vie sociale. Non, moi, je suis assez plus que critique envers toute forme de racialisation, quelle qu'elle soit. Oui, il ne faut pas qu'on importe en France ce qui peut apparaître aux États-Unis et il ne faut pas tomber dans le piège. Mais vous n'avez pas la même histoire. Mais moi, la France n'a pas la même. Moi, c'est ce que je répète. On nous dit quelque moi, j'ai souvent pour le Québec, hein, certains cherchent aujourd'hui à américaniser l'histoire du Québec. Et là, j'ai un instant. Nous n'avons pas la même histoire que les États-Unis. C'est pas la même société. Vous nous américanisez mentalement. Et là, on dit oui, mais il suffit. On nous dit, ne vous contentez pas d'être moins pire que les Américains. Non, c'est juste qu'on n'est pas la même chose. La société américaine a des pathologies historiques indéniables. Et nul ne contestera le fait que les Noirs aux États-Unis ont été dans une situation absolument scandaleuse. Que le paradoxe du racisme américain, c'est qu'on a amené les Noirs de force aux États-Unis pour ensuite leur reprocher d'être là. C'est quand même scandaleux. Il y a aux États-Unis un problème historique, une question noire, et les Américains ont fait des efforts à partir de la guerre de sécession, mais surtout à partir de
des années 50-60, avec le mouvement des droits civiques pour assurer la réintégration civique pleine et entière des populations noires. C'est pas achevé, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est une question américaine. Je veux dire, les descendants d'immigrés, de réfugiés en Europe ne sont pas dans la même situation existentielle que les descendants d'esclaves américains. Je veux dire, il y a une différence entre les descendants d'esclaves américains et ceux qui librement ont rejoint les sociétés occidentales, quelle que soit la raison, mais ils l'ont rejoint librement. Et là, donc, ils ne peuvent pas ensuite, par principe d'identification raciale, par fantasme d'identité raciale, dire ben, nous, parce qu'on a la même couleur de peau, on s'identifie aux Noirs américains. Non, bien sûr que non, c'est pas la même histoire. On ne peut pas s'approprier par le simple couleur de peau une histoire qui n'est pas la nôtre. C'est pour ça qu'il faut réhabiliter, dans notre lecture des rapports sociaux, l'histoire, la sociologie dans le bon sens du terme, une étude fine des cultures, mais réduire les sociétés au principe d'identification raciale, ben là, je nous annonce le bordel. Quelle est pour vous la dernière anecdote ou fait divers du régime diversitaire en France, au Canada ou au Québec qui vous a le plus marqué? Je reviens parce que c'est le plus amusant, c'est cet étudiant qui considère que dire homme ou femme dans une classe, c'est de la transphobie, c'est de la queerphobie. C'est merveilleux. C'est génial. On y aurait pas pensé. Ou peut-être que si, en fait, finalement. Mais non, ça pour moi, c'est exceptionnel. Homme ou femme, discriminatoire. On est quand même dans un monde qui considère, je le redis, que. Alors, peut-être je vais donner un exemple. Le lait humain. Le lait maternel est discriminatoire. Maintenant, il faudrait parler de lait humain. C'est la désincarnation intégrale des corps. C'est une réalité idéologiquement reconstruite de part en part. C'est un monde orwellisé. 1984, c'est de la petite bière. L'anecdote du lait maternel, ça s'est déroulé où? En Grande-Bretagne, dans un hôpital en Grande-Bretagne. On pourrait dire aussi faire tomber une école qui faisait référence à Lincoln en Californie. Au nom de l'antiracisme. Et moi qui croyais que Lincoln était celui qui avait mené la guerre, qui avait permis l'émancipation des Noirs. Moi qui croyais que dans l'histoire, c'était quand même quelqu'un du bon côté de l'histoire. Quand on pense à... Et Churchill qu'on fait tomber, je croyais que Churchill avait quand même quelques crédits antifascistes. J'en avais l'impression. Il a quand même combattu les fascistes pour vrai, lui. Là. Il n'a pas cherché à empêcher la conférence de quelqu'un qu'il n'aime pas. Il s'est tenu devant les nazis. C'est pas rien se tenir devant les nazis. C'était quand même plus compliqué que d'allumer une conférence à Tolbiac. Bon. Eh bien, donc, pour moi, mais il faut résister à la tentation de l'humour, paradoxalement. Parce que je vous raconte ça, je suis amusé, je suis époustouflé par la bêtise, mais ces gens-là sont très sérieux. Donc, il faut analyser sérieusement leur discours, leur logique de censure. Très bien, on arrive vers la fin, mais je vais vous poser une question qui a été mise en commentaire de la publication Facebook, qui est on vous sait un grand passionné par la France comme nation d'influence, notamment pour la voix qu'elle a supportée à l'international à travers les siècles. Aujourd'hui remise au second plan, quelle alliance avec des nations européennes pourrait selon vous l'aider à progressivement reprendre de l'affluence sur la scène géopolitique internationale? Ben, je pense qu'elle doit d'abord et avant tout, me semble-t-il, assumer d'être la France. C'est-à-dire, là, il y a tout le débat, par exemple, sur la langue de l'Union européenne. Les Anglais sont partis. Bon, eh bien, les Britanniques sont partis. Quelle langue doit être celle de l'Union européenne? J'espère au moins que la France va contester cette logique un peu étrange qui consiste à faire de l'anglais la seule langue de référence internationale. Je pense que ça, c'est une erreur que de consentir à cela. Donc, et ensuite, que la France donc assume une perspective gaulienne en quelque sorte, c'est la meilleure manière. La tradition gaulienne, c'est la France qui assume parler le langage des nations devant les empires. Et je crois que parler le langage de la nation devant les empires demeure une bonne manière pour la France d'être fidèle à son héritage. Merci d'avoir répondu à cette question d'une personne qui nous regarde. Je vais vous poser une dernière question avant de conclure. Vous appelez, toujours dans votre livre, à s'arracher mentalement à tout ce qui inhibe la parole publique, à se révolter contre ce qui étouffe la liberté d'expression, à sortir de la mythologie progressiste. Quel conseil vous donneriez à des futurs journalistes qui nous regardent? Un travail d'hygiène intellectuelle. Toujours questionner le sens des mots que vous utilisez. Toujours examiner le sens des mots. Ne jamais, jamais accepter d'utiliser des mots sans prendre au sérieux leur charge idéologique.
Et donc, c'est un travail d'hygiène mentale. Ça consiste à finalement avoir toujours un dictionnaire bien fait dans la tête et savoir le sens des mots qu'on utilise, sans quoi on devient très rapidement un relais idéologique sans même le savoir. Merci beaucoup. On va s'arrêter là-dessus. Donc, je vous remercie déjà d'avoir accepté Merci à d'intervenir vous. sur notre page Facebook. Pour ceux qui nous regardent, je vous invite vraiment à vous procurer cet ouvrage, L'Empire du politiquement correct. Et n'hésitez pas à parler de l'Institut libre de journalisme autour de vous. Nous souhaitons œuvrer au pluralisme dans les médias, contrer le politiquement correct. Aujourd'hui, on n'existe que par le bouche à oreille. Donc, allez sur notre site ildj.fr. N'hésitez pas à postuler. Notre formation se déroule tout au long de l'année, du mois d'octobre au mois de juin, en 7 week-ends. Et entre les week-ends, des travaux pour progresser. Nous avons aussi un média école qui s'appelle l'infodéchaîné.fr. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.